9 janvier 2026, téléspectateurs de Gandhi Malien TV et d'Africain TV, une fois de plus, recevez nos salutations et bienvenue dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Une émission diffusée chaque vendredi à 21h. Évidemment, nous sommes accompagnés de deux de nos experts maison. Le troisième est souffrant. Nous souhaitons propre établissement et rétablissement et surtout bonne santé. Il s'agit du professeur Touré. Mais avec nous, nous avons ici au plateau Dr Mamadou Sylla Traoré, qui n'est plus à présenter. Il sera accompagné de son oncle, l'expérimenté, le douanier à la retraite. Il s'agit de l'inspecteur Daniel Koulibaly. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu spécifique, parce qu'il s'agit des élucubrations de Donald Trump. Ça part dans tous les sens, c'est va-et-vient, c'est contradiction. Peut-être c'est propre à sa personnalité. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour au général Issa. Ouais. Je souhaite un prompt rétablissement au professeur Touré. Et je salue mon oncle Daniel Tchekoura Koulibaly, c'est ça, je ne me suis pas trompé. J'avoue que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect vis-à-vis de ce grand homme, un chantre du savoir, et qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de donner son avis, les bons avis sur les questions d'ordre national et même international. Et au regard de ce qui se passe à Bamako, il y a un peu de pénurie de carburant. Et il a dit on va fournir les efforts nécessaires pour venir. Et c'est le covoiturage qu'on a fait aujourd'hui. Il est allé me chercher. Et puisque moi, je n'ai pas de carburant dans ma voiture. Et je les remercie pour ça. Je remercie aussi tous les spectateurs de Gandhi Malien et d'Africain TV. Et que nous sommes là pour eux. On va donner nos avis. Bon, pas experts, le mot est un peu trop. Mais nos avis vraiment d'hommes cultivés sur tout ce qui se passe. Et j'ai su aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont s'étonner parce que je suis avec le drapeau du Mali. Effectivement, on allait vous poser cette question. Un pays qui m'a tout donné, c'est un match de football entre le Mali et la République sœur du Sénégal. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Nous sommes deux peuples frères. Et que les uns et les autres sachent que c'est le match de football, quoi. Il faut un gagnant et un perdant. De toute façon, il faut être fair play. Il faut essayer de ne pas être dans les émotions et tout ça. Que le Mali gagne, que le Sénégal gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est ce message-là que j'ai à lancer à l'ensemble du monde sportif du Mali, à l'ensemble des citoyens maliens qui aiment le Mali comme moi. Merci beaucoup, docteur. C'est à nous de vous saluer. Nous vous saluons pour votre disponibilité. Nous précisons aux téléspectateurs que l'émission est enregistrée avant le match et que sa diffusion, c'est après le match. Donc, comprenez un peu le décalage. Doyen, bonjour et bienvenue. Bonjour, Jawara. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV et de African TV. Bonjour à mes co-débatteurs. Et meilleure santé à M. Touré, oui, qui semble alité aujourd'hui. Et surtout, bonjour à Fatou Doucouré. Oui. Mais je vous dirais une chose à propos de Fatou Doucouré. Okay. Si chacun devait choisir son adversaire, je n'aimerais pas être son adversaire. Pas du tout. Vous savez, l'autre jour, à propos de... On avait dit que le Niger demandait aux Américains d'aller déposer leur demande d'avis de passeport, ou bien... Oui, exactement. Voilà, dans des villes étrangères. Oui. Pour avoir le visa. Pour avoir le visa dans 3 pays, dans 3 villes européennes. Alors, quand j'ai quelque chose, je me précipite pour lire les commentaires de Fatou. Alors, je l'ai vu, je ne sais pas où elle est partie chercher ça. Elle dit que on doit les envoyer en Chine, pour qu'ils aillent chercher leur visa en Chine, en Russie, au Venezuela? Non. En Iran, et puis chez le... Kim Jong-un, en Corée du Nord. Corée du Nord. Ouais. J'ai dit, mais
Où est-ce qu'elle est partie chercher ça? Des noms qui font paniquer les Américains, c'est là-bas où elle veut les envoyer. Exactement. Alors vraiment, je n'aimerais pas être son adversaire. Ouais, les Doucourés, les Doucourés sont des bandits aussi. Des bandits, les Doucourés. Bon, moi, je n'aime pas être son adversaire. Fatou, les petits Diawara là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie chercher ça. Fatou, les petits Diawara là, peut-être il est bourré aujourd'hui, je ne sais pas. Ok, nous vous remercions beaucoup. Donc, ceci étant, nous restons des thèmes portent effectivement sur les élucubrations de Donald Trump. Et les thèmes en soi résument un peu le comportement de ce monsieur. Mais nous avons besoin de creuser un peu. Parce que récemment, nous avons vu, vous aviez déjà annoncé ça dans une de nos émissions. D'ailleurs, nos téléspectateurs vous saluent pour cette analyse très objective. Que dans le cadre des perspectives de l'année 2026, vous aviez annoncé sans doute que Donald Trump, qui était en train de créer déjà un problème avec le Venezuela, risque de se discréditer beaucoup plus à ce niveau. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le cas. Les manifestations ne se terminent pas au Venezuela, même si les médias propagande ne veulent pas diffuser ça, leurs médias d'information, les médias d'influence. Mais avec Internet, nous voyons les images, les vidéos. Et je crois même dans d'autres pays, il y a eu des manifestations, même en France, il y a eu des manifestations où les gens n'ont pas gobé du tout. En 2025, c'est des trucs qu'ils ont fait ça, peut-être il y a 15 ans de cela, avec l'arrestation, la déportation du président Gbagbo, avant la colonisation avec la déportation de Samori Touré et autres. Oui. Mais déporter un président en 2025, quand même, c'est très fort, c'est un acte très fort. Hein? Ceci étant, doyen, votre lecture sur ce qui vient de se passer au Venezuela. Bon, ce que je crois profondément, c'est qu'il est tombé dans un piège. Pas parce qu'on a forcément tendu un piège, mais il a entrepris une action dont il n'a pas mesuré toutes les conséquences. Je crois qu'il s'est limité à bombarder des bateaux, Oui. à tuer quelques pauvres diables, et il a vu la réaction qui était molle. Personne n'est monté au créneau pour dénoncer ces actes-là vigoureusement. Alors il s'est cru permis d'enclencher la vitesse supérieure. Mais c'est ça, il a fait une erreur. Il a fait une erreur qui peut lui coûter très cher, qui lui coûte déjà très cher. Si on prend l'intervention en soi, quand c'est le samedi matin, on a quitté ici le vendredi soir le 2. Le samedi matin, quand on a les premières informations, déjà ça tombait. J'y ai pas cru parce que c'était trop... Ah oui. C'était difficile à croire qu'il va tomber dans des situations comme ça. Mais ici, il y a des analyses à faire sur le plan juridique d'abord. Il n'y a aucun texte international qui permet aux États-Unis d'envoyer sa troupe, envahir un pays, enlever proprement un président pour aller le faire juger aux États-Unis. Ça n'existe pas. Ni la charte des Nations Unies, il n'y a pas non plus un document de la Cour internationale de justice qui puisse autoriser ça. Il n'y a aucun acte international, aucune pièce, aucun document, aucun texte juridique international qui peut lui permettre de faire ça. Il n'y en a pas. Alors, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur le fait qu'ils ont centré leurs choses pour dire que c'est un narcotrafiquant, Oui. qu'il a la tête d'un cartel, Oui. et que à ce titre, ils se permettent d'opérer. Mais même là, il ne s'agit pas d'une simple personnalité, il ne s'agit pas d'un pauvre diable. Il s'agit du président d'une république. Or, tous les présidents ont une immunité souveraine. Il l'a oublié. On ne peut pas aller prendre un président d'un pays comme ça, l'amener chez soi, pour dire qu'on va le juger pour ceci. Et c'est lui qui se permet, parce que sur le plan juridique, quand il fait ça, il est juge, son pays est juge et partie à la fois. C'est eux qui accusent le monsieur de ça, et c'est eux qui vont le juger pour ça. Et c'est eux qui vont le chercher et le prendre d'autorité pour l'amener chez eux. Bon, restons même sur ce volet juridique, docteur. Nous avons vu que les juges ont requalifié les faits. Il paraît que le fameux cartel là même n'existe pas. J'en viens. C'est justement tout ça. Sur le plan juridique, ils avaient essayé de caler ça et pensaient pouvoir y arriver. Mais quand ils sont venus, ils ont vu que l'accusation de chef d'un cartel, c'est absurde. Et donc, ils ont enlevé ça. Mais il y a, en plus de ça,
si vous enlevez le monsieur comme étant chef d'un cartel, vous ne prenez que lui. Aucun autre membre de ce cartel ou des gens qui importent de la drogue ou qui se livrent au trafic de drogue. Lui seul. Vous l'enlevez. Donc la raison est purement pénale. Il aurait commis une infraction. Mais Trump lui-même, à son habitude, se croit tout permis. Il fait d'abord un tweet et dans ce tweet-là, lui, il dit que, parce que pour dire, c'est pas lui qui va qualifier le monsieur de président, il est président ou il n'est pas président. C'est ça, c'est eux qui ont leurs mesures pour dire, bon, il est bien élu, il n'est pas bien élu. Mais il a traité Maduro de quelqu'un qui était un dictateur et qui n'a pas été bien élu. Ça, c'est un premier point. Et ce n'est pas à lui de juger ça. Ça, c'est le premier point. Mais ce sur quoi ils se sont basés, dans un tweet, lui-même, il a dit, il a commis l'erreur il a donné un argument sur un plateau d'argent aux avocats de Maduro, en l'appelant le président Maduro. Et mieux, il a été contredit parce que dans ses effets, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la vice-présidente, il y a eu une continuité du régime. Oui, une continuité du régime. Oui. Parce que la dame... Les institutions sont restées en place. Sont restées en place. La Constitution, voilà, je voulais dire, une continuité constitutionnelle. La dame a prêté main d'œuvre, serment pour assurer l'intérim. Et elle a, dans son discours, elle a dit Maduro reste le président du Venezuela. Donc tout ça, c'est des démentis. Mais lui-même, il est venu ajouter son grain de sable. Non seulement en le traitant de président Maduro dans un texte, parce qu'il a l'habitude des tweets, sans réfléchir, mais en plus, il a démontré que ce n'est pas pour une histoire de drogue qu'on l'a arrêté. Il s'est contredit. Parce qu'il a dit, les États-Unis vont gérer la transition. Surtout le pétrole. Surtout, et que les majors du pétrole, dans le domaine du pétrole, vont reprendre la main. Donc, qu'est-ce que l'enlèvement d'un parrain d'un cartel a à voir avec la gestion d'un pays? Et donc, il s'est fourvoyé dans tous les sens. Et ils ont donné d'autres choses. Maduro, sa femme, on l'a vu avec une blessure. Oui. Bon, même quelqu'un qui doit être interpellé dans ce cadre qu'eux, ils ont dit, la personne ne doit pas être maltraitée. Or, on a vu la femme, un œil au beurre noir, et visiblement, elle a été bousculée. C'est sûr. Donc, aujourd'hui, tout ce sur quoi il s'est basé sur le plan juridique, parce que ça, c'est sur le plan juridique interne, mais qui ne fait pas autorité au plan international. Mais, Edouin, je ne vais pas vous couper, je vous relance. Il a dit que lui, Donald Trump, il s'en fout des droits internationaux, que lui, il travaille uniquement avec sa conscience. Il a tweeté pour dire ça. Il peut dire qu'il s'en fout du droit international. Et d'ailleurs, preuve, il s'est retiré tout de suite des 66 organisations et autres, parce qu'il est dit, après, il dit, le droit international, ce n'est pas son problème. Le droit lui, il est le problème du droit international. Il ne peut pas se défaire de ça. Lui, il peut dire que le droit international, ce n'est pas son problème. Passez-moi le terme, il s'en fout. Mais le droit international ne se fout pas de lui. Parce que les conséquences en cascade, là, ça c'est de la réalité. Et donc, ça, c'est sur le plan juridique. Il n'avait pas de raisons, de mauvais. De raisons, ce n'est pas prouvé. Même sur le plan interne, ils ont commis des bêtises. Donc, ils vont profiter à Maduro. Ce n'est pas pour rien que Maduro s'est présenté comme étant Nicolas Maduro, le président du Venezuela. Ça a son sens. Ensuite, il a été désavoué un peu, comme tu l'as dit, dans ses accusations, parce qu'on avait dit que c'était le chef du cartel. Ils ont vu que ça ne tient pas la route. Ils ont été obligés d'alléger les charges sur ce plan-là. Mais en plus, son acte est un acte à plusieurs dimensions. Il s'attaque à un président qui dispose d'une immunité souveraine. Ensuite, j'ai parlé des tweets et des différents interviews qu'il a accordées, où il a fait beaucoup de... Il a fait beaucoup de contradictions, de dérapages. Bon, je crois que en tout état de cause,
Maduro, il s'en sortira difficilement. Il s'en sortira difficilement et on le verra mal revenir être le président. Je pense qu'il a l'esprit de sacrifice, voilà, pour épargner son pays. Moi, je ne rentre pas trop dans le... C'est vrai que les conditions dans lesquelles il a été arrêté, il y a des gens qui sont morts quand même. On parle entre 40 et 60 morts. Plus de 55 morts. Voilà. Donc, les chiffres ne sont pas très précis, mais il se trouve que factuellement, on pense qu'il y a eu une complicité interne. Et ce qui m'avait étonné dès le lendemain, c'est qu'on n'ait pas essayé de limoger. Mais la dame, Célia Madame Rodriguez. Delcy Rodriguez a commencé à nettoyer. Mais ensuite, on revint. L'acte que Trump a posé, c'est un acte qui a plusieurs dimensions. La première dimension, c'est les ressources minières. Parce que c'est les États-Unis qui avaient la main sur l'exploitation du pétrole au Venezuela et des autres minerais éventuellement. Pendant plus de 80 ans. Bon, là, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que ils ont porté Maduro, ils ont porté atteinte à la fameuse théorie de James Monroe. Monroe, la théorie Monroe, bon, en acceptant de traiter avec la Chine, avec l'Iran, et pire, parce qu'il y a une bagarre à mort qui se déroule entre les États-Unis et les pays du BRICS à propos du dollar, la dédollarisation. Non seulement il accepte de traiter avec les Chinois, les Iraniens, des gens qui sont fondamentalement opposés à la chose, le Mexique qui prend ce même carburant qui va le vendre à Cuba, qui casse l'embargo qu'ils ont voulu faire. Donc sur ce plan, c'était une tentative d'essayer de retarder ou de briser, parce que les transactions se faisaient en tout sauf en dollars. Ou en tout cas, il y avait toutes les autres monnaies qui pouvaient être admises. Le yuan, le bolivar vénézuélien. Surtout le yuan. Surtout le yuan. Donc ça, c'était un combat qu'il était en train de mener. Ensuite, il y a un combat qu'il est en train de mener sur le plan de la géopolitique ou la géostratégie internationale. Aujourd'hui, il y a la Russie. Il a voulu briser la chaîne entre la Russie et la Chine. Il a voulu briser la Russie pour ensuite passer à la Chine. Mais là, ça ne marche pas. Il a vu que ceux-ci sont en train d'y aller. Mais ce qui est son problème, c'est que l'Union européenne fait de la résistance. Il pensait venir, il donne un ordre, l'Union européenne est en train de faire la résistance à propos de l'Ukraine. Et donc, il est parti au bout de sa patience. Maintenant, il est en train de marginaliser l'Union européenne, casser l'Union européenne ou en tout cas l'affaiblir. Ensuite, il y a pas que les ressources minières du Venezuela. Quand il est sorti, il a commis un autre impair. Dans la même lancée, il a annoncé qu'il peut prendre le Canada qui deviendra, il a relancé le Canada comme 53e État des États-Unis. Il a lancé parler du Groenland. Donc tout ce, vous avez vu le virage à 180 degrés de Macron, qui semblait dire oui, c'est un dictateur qu'on a enlevé, c'est très bien. Mais le lendemain, il était obligé de revenir quand Trump a manifesté son intention de prendre, que la prochaine cible, c'est le Groenland. Et là, c'était la ligne rouge. Là aussi, il est en train de mettre tout le monde à dos. Je crois que de tous les États européens, et même non européens qui sont dans l'OTAN, il n'y avait que réellement l'Espagne qui avait réellement vigoureusement réagi. Les autres étaient restés mesurés. Mais lorsqu'il a annoncé ça, ils ont vu le danger. Et je vous avais dit ici qu'il est obligé de régler cette année le problème de l'Ukraine, et d'une manière ou d'une autre, et que c'est l'Union européenne qui va s'en ressentir. Pourquoi Macron réagit une deuxième fois, cette fois-ci en désavouant carrément?
parce que les Français, tous les présidents français sont dans l'OTAN malgré eux. Ils ont voulu avoir une défense européenne à eux, indépendante de l'OTAN. Mais le problème, c'est que une Union européenne ou l'OTAN sans les États-Unis, ça ne marchera pas. Parce que les trois pays sont des pays totalement ennemis. Aucun des pays phares, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, aucun ne veut se soumettre au diktat de l'autre. Et donc, ils ne peuvent pas avoir une défense européenne à cause de ça. Chacun veut être roi et n'entend pas se soumettre au diktat de l'autre. C'est pourquoi Macron, quand ils sont venus ici, il a amené Barkhane et puis Takuba. Takuba, c'était un conglomérat de forces spéciales. De forces de beaucoup de pays européens. C'était un embryon d'une armée européenne qu'ils voulaient mettre en place. Parce qu'ils suivent toujours aussi leur intérêt. Donc aujourd'hui, quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à cornaquer Donald Trump, ce qui arrive, c'est qu'avec cette histoire-là, maintenant, il va s'opposer à Donald Trump et essayer, parce que Donald Trump affaibli, profiterait à lui sur sa position, conforterait sa position sur l'Ukraine. Donc, c'est peut-être une autre fois. Maintenant, les conséquences. Moi, il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie. Parce que le gros problème, c'est la lutte entre l'unipolarité et la multipolarité. Effectivement. Bon. Maintenant, quelles sont les conséquences? Les conséquences au plan international, c'est qu'il a mis à mal toutes les organisations internationales, notamment l'ONU. Parce que la charte de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU était carrément désolé. Il ne savait plus ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire. Ouais. Parce que c'est une violation des règles internationales qu'il ne peut pas défendre. Ils ont pris le langage diplomatique habituel pour essayer, mais qui ne veut rien dire dans ces circonstances-là. Il n'en demeure pas moins qu'il a désavoué. L'Union européenne, comme je vous l'ai dit, se trouve en face de quelqu'un qui montre des signes, des velléités d'aller s'attaquer à un membre de l'Union européenne même. De la même façon. Donc, ça met en mal la cohésion dans l'Union européenne s'ils ne s'entendent pas. Ensuite, il y a l'OTAN. L'OTAN, où c'est lui le chef. Et c'est les États-Unis qui dirigent. Mais là aussi, ça se répercute à ce niveau. Maintenant, les dissensions internes, il y en a beaucoup. C'est que selon ce que j'ai entendu, il n'y a que 23% des Américains qui approuvent son acte. Tout le reste n'en veut pas. Et dans son propre parti, le Parti démocrate... Et républicain. Républicain, pardon. Il y a des dissidences. Il y a des dissidences. Il n'y a que 39% qui approuvent son acte. Ce qui veut dire qu'il n'est pas suivi sur ce chemin-là. Bon. Ensuite, le Sénat. Ah oui. On va en venir. Le Sénat qui en est arrivé à taper du poing sur la table et à dire désormais il ne peut, parce qu'il a agi aussi de façon sans respecter les règles internes. Il n'a pas, ni le Sénat, ni le Congrès. Le Congrès n'ont été avertis. Il a agi sur un coup de tête à lui seul, sans consulter qui que ce soit. Donc eux aussi sont vent debout contre son acte et ont commencé à émettre des avis juridiques pour désormais qu'ils ne puissent plus se livrer à des situations de ce genre. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais de façon un peu résumée. Oui. Pour qu'ils ne puissent plus continuer à agir de cette façon, je ne sais pas, ils n'ont plus confiance en Trump. Docteur, nous revenons vers vous. Oui. Vous, ça fait longtemps que vous évoquez la personnalité de Donald Trump. Une personne vraiment instable. Oui. Il est rare qu'on voit un dirigeant de ces gens. Oui. Mais c'est Donald Trump. Vous allez donner votre lecture pour compléter les doyens sur le Venezuela, ce qu'il vient de faire. Oui. Mais nous n'assistons pas à la fin aussi de l'ONU, tout comme la Société des Nations, SDN, qui n'avait pas pu arrêter Hitler à temps. Oui. Et c'est là aussi l'ONU ne se montre pas très faible à l'égard de Donald Trump qui dit publiquement qu'il se moque du droit international. Votre analyse, docteur? Merci, général, pour la parole accordée. Je l'avais dit à moult reprises ici sur ce même plateau, de se méfier de ce président-là, Donald Trump. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements. On se pose 1000 questions. Hein. Pourquoi cette attaque-là, cet acte-là? Est-ce que cet acte-là voulait la peine et tout ça? Est-ce qu'il y avait une urgence?
Et voilà, parce que, ou bien ça cachait un programme de Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Est-ce que les États-Unis ont besoin de tout ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Ce président-là, je l'avais qualifié de malade mental, bon, pas l'institution même, mais sa personne. Malade mental, il doit être atteint d'une maladie mentale qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive. Tantôt il est lucide, tantôt il pleure, il chante, il se donne en un spectacle. Et personne ne sait où est-ce que ses actions vont aller. Il est hystérique alors. Oui, l'hystérie est là-dedans. Ok. L'hystérie est dans la psychose maniaco-dépressive. Donc, voilà, ce monsieur, à l'instar de toutes les organisations internationales, de tout ce qui a été préétabli pour amener la paix dans le monde. Parce qu'on a toujours joué à ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a su que, après les deux guerres mondiales, on a su que l'humanité s'est fait beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu des morts inutiles, des dégâts collatéraux et tout ça. Et la Société des Nations avait été mise à la poubelle à cause de son laxisme et l'histoire se répète. La société qui a succédé à la Société des Nations, qui est l'Organisation des Nations Unies, qui englobe toutes les nations du monde et de par ses démembrements, son organisation interne, alors il y a les membres du Conseil de sécurité qui sont au nombre de 5, je ne vais pas enseigner ça à quelqu'un, et l'un des membres les plus influents, disons, l'un des membres le plus influent, si je me permets, se permet de poser un acte qui prend à contre-pied tout le droit international. Un président en exercice dans son pays, qui a été démocratiquement élu. Alors, parce que toi, tu as des avions de charge, tu as l'argent, tu as tout. À cause du pétrole de ces pays-là, tu envoies une expédition militaire pour, on dit capturer. Le terme-là ne m'a jamais plu. Capturer, non, c'est pour kidnapper. Agresser une nation comme ça et prendre son président parce que elle est déportée aux États-Unis. Le doyen l'a dit, on ne peut pas être juge et parti à cause de quoi? Du narcotrafic. Je vais rappeler, il dit que c'est un narcotrafiquant, loin de là. Les États-Unis ont dit beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'ils nous fassent croire au Père Noël. Qui se rappelle de l'attaque de Saddam Hussein? Le général Colin Powell sort à la télé, il montre un petit flacon rempli de poudre blanche, il dit que l'Irak a des armes de destruction massive. 2 jours ou 3 jours après, les bombardements ont commencé. Ils sont allés prendre Saddam Hussein, ils l'ont pendu. Ils disent qu'ils s'étaient trompés. Oui. Et là, jusque-là, et même ils le savent, peut-être Colin Powell, il a le regret total de sa vie d'aller jouer à un cinéma comme ça. Un général envers qui il y avait beaucoup de respect, beaucoup de considération, mais par la suite... Mais sur ce point, oui, je vous relance. oui, Donald Trump s'est prononcé sur le cas de l'Irak que vous êtes en train d'évoquer. oui. Il dit l'erreur de Bush, c'était de ne pas conserver totalement le pétrole irakien. Et que lui, cette fois-ci, il va conserver le pétrole vénézuélien. Donc, des deux côtés, il donne raison qu'ils ont utilisé un faux prétexte pour enlever Saddam et qu'ils ont utilisé également un faux prétexte pour enlever Maduro en faisant croire que c'est un chef de cartel. Après, ils disent que le cartel là n'existe pas. Donc, est-ce qu'on n'est pas encore dans le même cas de figure? C'est le même logiciel, Lisa. C'est le même cas de figure. Ils n'ont que Trump dise que Bush n'a pas, comment ça s'appelle, su conserver le pétrole. Ouais, tout le pétrole. Non, mais écoute là, ils ont fait plus que pire. Ils ont même amené le peuple iranien pétrole contre nourriture. Ils ont fait ça en Irak. Après la chute de Saddam Hussein, les États-Unis prenaient le pétrole de l'Iran, ils faisaient ce qu'ils voulaient. De l'Irak. De l'Irak, autant pour moi, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils donnaient quoi en compensation? Les boîtes de conserve, du riz et tout ça. Mais du jamais vu. Ça, c'est ahurissant. C'est impensable qu'un pays puisse se comporter comme ça. Quand on va un peu en arrière, quand on va un peu, comment ça s'appelle en arrière, ce pays-là a chanté la même chanson. Hein.
le fameux doctrine, comment ça s'appelle? Monroe. Cette doctrine n'est pas une parole d'évangile. Simplement, cette doctrine est faite pour vraiment dire aux gens, voilà, on va utiliser la loi du jungle. Voilà, la raison le plus fort est toujours la meilleure. Exactement comme les fables de La Fontaine, le loup et l'agneau. Qui a lu le loup et l'agneau, la morale qui est là-dedans comprendra exactement le comportement de ces Américains. Même les animaux malades de la peste. Oui, oui, tout ça là, oui. Tout ça là, Jean de La Fontaine a écrit, mais il y a toujours une morale qui est cachée derrière. Et ça permettra de comprendre. Qui a lu les fables de La Fontaine comprend exactement ce qui se passe dans la tête des Américains. Ils ont toujours vécu comme ça. Leur histoire de précaré, voilà, c'est mon domaine d'influence. C'est moi qui dois agir de ça. Ils ont passé tout leur temps à piller les autres pays, à mettre sur place des systèmes dirigés par leurs valets locaux et à tirer toujours la ficelle. Quand on prend, on dit les États-Unis sont premiers dans tout ça, oui, New York est une belle ville, Chicago est comme ça. Mais l'argent n'est pas venu du ciel. Hein. Tout cet argent-là, on sait d'où est-ce que c'est venu. Quand je vais revenir encore au Venezuela. Quand on disait que, quand ils disent que Maduro est un narcotrafiquant, c'était le dernier coup d'essai qui a porté fruit. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui que les États-Unis ont attaqué le Venezuela à cause de son pétrole. Depuis le temps de Hugo Chavez. Après la mort de Chavez, Chavez a su assurer les arrières pour le bonheur du peuple vénézuélien en amenant Maduro au pouvoir. Ce monsieur-là, il a essuyé tous les coups des États-Unis. On dit que c'est un simple conducteur de bus. Il n'a rien dans sa caboche. Ils ont même fait un gouvernement vénézuélien à l'extérieur. Si vous vous rappelez un certain... Eric Capriles. Oui. Juan Guaido aussi. Juan Guaido, exactement. Mais il est sorti après que Juan Guaido était un chef de cartel avant. Donc, ils ont laissé ça. Maintenant, ils avaient mis tous leurs plans. Plan A, B, C, tout ça là. Tous ces plans-là échouant, donc il fallait agir par la force. Mais en réalité, ça va être quoi? Une histoire de... le malade mental a pris l'enfant de... je ne sais pas, un bon Bamanako, Johnny Denta. Donc, de l'amener d'abord à quoi? Ça va être pas facile. Nous sommes au début de cette histoire. Oui. Cette histoire n'a pas craché toutes ses vérités. Ok. Oui. Et voilà ce qui est regrettable là-dedans aussi. Il faut faire extrêmement attention. Il y a une théorie qui dit que nul n'est incorruptible, il faut y mettre le prix. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas corruptibles. Au Venezuela, on est en train de voir. Il y a des généraux qui étaient dans les coups. Comment est-ce qu'on peut faire ça à son pays, à son propre président? L'humilier de la sorte. Juste pour 50 millions de dollars. Justement. Et là, les Américains ont beau ils ont beau posséder tous les moyens militaires, ils ne pouvaient même pas aller prendre ton ami en ballot comme ça, quoi. Ok, merci beaucoup, docteur. Je t'en prie. Docteur, d'ailleurs, je pense que nous restons avec vous, parce que nous avons vu que face à ces agissements, on aura besoin de l'analyse des doyens sur ça. Face à ces agissements, doyen l'avait évoqué, le Sénat a pris une loi pour interdire à Donald Trump d'effectuer une quelconque opération militaire au Venezuela sans l'aval du Congrès. Et de quoi est-ce que le Sénat a peur? Donald Trump, c'est vraiment quelqu'un qui est dérangé, comme vous le dites, oui. Ou c'est parce qu'il calcule très mal, parce qu'il risque d'embourber le Venezuela, les États-Unis dans une guerre où un pays s'habille, il y a combien de volontaires mobilisés, plus de 250 000 militaires, et surtout, c'est presque à 2000 km de côte américaine. Et au risque que les Cubains même peut aussi entrer en guerre, qui est à moins de 400 km, c'est-à-dire 395, voire 200 des États-Unis. C'est amener la guerre qui a lieu aujourd'hui en Europe, amener ça vers peut-être le continent américain qui fait peur au Sénat,
Ou il y a quoi? Pourquoi interdire ça? Oui, on dit souvent que, comment la citation là, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ouais. Exactement. Il l'a chanté. Oui, Donald Trump, là, il faut faire extrêmement attention à ces messieurs. Parce que les États-Unis risquent, à travers cette affaire-là, de se retrouver isolés. Parce que, comme le doyen a eu à le dire, l'un des partenaires des États-Unis, les partenaires premiers, c'est l'Union européenne. Ils ont soufflé dans le même soufflet, mais eux aussi, ils ont commencé à les dévouer parce que on dit en Bamalan que l'huile de consommation, c'est-à-dire qu'on est d'un Toulou Bana, Toulouma. Quand l'huile de consommation, l'huile de cuisine est finie, on risque d'apporter l'huile de la beauté pour s'en servir. Crème de beauté. Crème de beauté pour s'en servir, exactement. Parce qu'il a. Et puis il dit, c'est pas, on dit, attrape le monsieur parce qu'il a dit, attrape le monsieur parce qu'il a dans son ventre. Non, lui, il dit, il le fait. Il dit que la prochaine liste, là, c'est le Groenland. En Groenland, une partie de... C'est le Danemark. Voilà, c'est une partie... C'est une colonie du Danemark. Oui, du Danemark. Bon, qu'est-ce que lui, il a allé chercher là-bas? Et d'ailleurs, le Danemark menace de mettre fin à sa participation de l'OTAN. Oui, parce que l'OTAN, on est dans le même bateau. Toi, tu veux couler le bateau, qui te laisse faire? Donc, c'est pour dire que, on le dit en Bamananga, nous sommes ensemble, mais on n'est pas bien. Entre nous, ça ne va pas. Okay. Donc, cherchons à garder raison. Et moi, je pense que ces messieurs-là risquent d'être plus de problèmes pour son pays que d'être une solution, quoi. Ok. Peut-être une erreur de parcours politique, peut-être une erreur d'appréciation du peuple américain. Mais je dis toujours sur ce plateau-là que la parole du sage, c'est comme, comment ça s'appelle, les déchets de liane. Quand le liane fait les déchets, en vieillissant, les déchets deviennent blancs, quoi. Donc c'est ça, en fait. Donnons le temps au temps, mais le Sénat, par son intervention, veut être plus prudent. Parce qu'en laissant la destinée d'un pays entre les mains des malades mentaux, alors c'est tout le monde qui peut en pâtir. Raison pour laquelle le Sénat est en train de voter des lois, des garde-fous. Parce que même aux États-Unis, il y a des lois. Hein. Un président de la République ne peut pas engager un pays en guerre si ce n'est pas l'aval du Congrès du Sénat. Oui, juridiquement aux États-Unis. Oui, juridiquement. Ça, c'est sur le long terme. Oui. Mais sur le court terme, oui. Le président a bel et bien ses pouvoirs. Mais maintenant, pourquoi ils sont en train de prendre une loi et modifier ça? Doyen, nous revenons vers vous. Et le docteur l'a dit, lui, c'est un médecin. Il voit Trump vraiment psychologiquement instable. Maintenant, selon votre analyse, vous êtes un homme de droit. Trump est-il devenu faible aux yeux du Sénat? Oui, il est très puissant. Il faudrait essayer de diminuer un peu, prendre un peu de sa puissance, ou tout simplement, les Sénats américains se projettent dans une stratégie beaucoup plus globale à la dimension des États-Unis, par crainte de ne pas voir aujourd'hui les États-Unis s'embourber dans une guerre au Venezuela qui va mobiliser sans doute la Colombie, le Cuba. Ça va se propager jusqu'au Mexique, peut-être il y a ces risques. Est-ce le Sénat voit que Donald Trump n'a plus la main? Parce que si vraiment c'était un malade, si c'est approuvé, mais on va engager une procédure de destitution contre lui. Jusque-là, pourquoi le Sénat agit de la sorte? Bon, parce que il faut prévenir. Le double langage est venu à son terme. Partout dans ce monde d'aujourd'hui, ce qui a caractérisé l'unipolarité, c'est le double langage. Ce qui est bon pour eux est vrai, mais quand ce n'est pas bon pour eux, la même règle n'est pas vraie. Et donc, on a arrivé au bout de ce double langage. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a des victimes collatérales. L'une des victimes collatérales, c'est l'ONU. Comment l'ONU va tenir désormais en face de tous les autres pays, de tous les autres problèmes, quand c'est les États-Unis qui se permettent de violer toutes les règles internationales.
Il y va de la cohésion de l'ONU. De même qu'il y va de la cohésion de l'Union européenne. Parce que les pays de l'Union européenne ne peuvent pas se permettre de laisser Donald Trump envahir le Groenland, prendre le Groenland comme ça d'autorité. Mais ils n'ont aucun pouvoir face à Trump. Mais ils ne peuvent pas se permettre, ils n'ont pas de pouvoir. Mais vous savez, nous sommes dans un monde interconnecté. Vous pouvez agir. Donald Trump, son hic, c'est que c'est un dealer. B2B, face à face. Ils ne veulent pas des organisations internationales, ils veulent tout avoir affaire à un client avec lequel ils traitent. Il essaie de casser ça, mais ça ne marche pas comme ça aujourd'hui dans ce monde-là, avec toutes les organisations internationales qui sont en train pour lui de les plomber. Non seulement ils dépensent de l'argent pour ces organisations, mais ils ont autant de règles qui le gênent dans son action. Si vous avez vu, même il est tombé dans quelque chose qu'il n'a pas véritablement évalué. Les majors américains sur lesquels il comptait pour aller s'accaparer du pétrole, il se trouve que ces majors se rendent compte que tout le matériel au niveau de choses sont devenus obsolètes. L'extraction du pétrole vénézuélien ce n'est pas la même qualité de pétrole que les autres, ça demande plus d'investissement, mais les implantations, les usines de production et tout ont vieilli et qu'il faut remettre tout ça à niveau. Et ils se sont rendus compte que ce n'est pas quelques milliards, c'est 100 milliards pour remettre à flot la production réelle du pétrole. La production réelle du pétrole. Et eux, ils se disent ils n'ont pas ça. Et donc Donald Trump est en train de voir comment c'est le contribuable qui va financer ça pour ceci. Là aussi, il a des problèmes sur le plan interne. Là aussi, il a des problèmes. Je crois qu'il a voulu aussi se connecter, parce que bientôt c'est les midterms. Il a voulu se connecter au deep state, l'Amérique profonde. L'État profond. Voilà. Mais même l'État profond, en réalité, les vrais républicains, c'est des gens qui sont repliés sur eux-mêmes, qui ne veulent pas que leur pays sorte pour aller s'intéresser à d'autres pays. Là aussi, il se trouve en dissension. Il y a tellement de choses qui vont craqueler autour de lui qu'il serait difficile qu'il s'en sorte indemne. Bon, évidemment, il y a les affaires personnelles, l'affaire Epstein qui est en train de continuer. Et je crois que j'ai vu qu'ils ont pris un décret, quelque chose comme ça, pour pouvoir fouiller dans les 50 ans de sa gestion de son entreprise. Est-ce que c'est vérifié? Parce qu'il y a beaucoup de fake news ou pas, mais je crois qu'il a déclenché quelque chose. Il ne sait pas où vraiment ça peut s'arrêter. C'est pourquoi quand tu as dit qu'il s'en fout de la communauté internationale, du droit international, c'est bête, parce que le droit international ne se fout pas de lui. Et c'est les conséquences qui vont le rattraper. Okay. Donc, quand vous disiez, la question c'était... C'était bien ça. Pourquoi le Sénat empêche Donald Trump ou essaie de le limiter? Mais peut-être je vais enchaîner directement avec la question suivante. Parce que cette mesure du Sénat vise aussi le Groenland, parce qu'à ce niveau, Donald Trump, certains de ses proches ont parlé de 2 mois, 60 jours, pour prendre le Groenland. C'est-à-dire qu'ils exigent à ce que cette partie, en tout cas de l'Arctique, soit vendue aux États-Unis, où ils vont prendre ça militairement. Or là, le Danemark a dit être prêt à répondre militairement aux Américains. Bon, nous sommes face à une situation. C'est quoi votre analyse là-dessus? J'ai vu sur un des plateaux français un général qui est généralement du côté des Occidentaux dans cette guerre contre l'URSS, qui a dit non, il faut qu'on envoie des troupes au Groenland. Le journaliste lui posait la question, Robin de LCI, il lui dit, est-ce qu'on va affronter? Il a un peu hésité, il m'a dit, au besoin, on va affronter l'armée américaine. Mais ça serait suicidaire pour eux quand même. Pas suicidaire. Vous savez, les États-Unis, avec toute leur puissance, ils ont gagné quelle guerre? Mais c'est comme les Français aussi. Bon, mais ça, ce n'est pas que les Français. C'est l'Union européenne, c'est l'OTAN. L'OTAN ne se limite pas à chose. Mais l'OTAN n'est rien sans les États-Unis. Sans les États-Unis, non. Il ne faut pas se perdre. Parce que
qu'est-ce qui fait l'OTAN, leur force, c'est le parapluie nucléaire auquel on se réveille. Ouais. Les Allemands préfèrent se référer au parapluie nucléaire des États-Unis plutôt que de s'en référer à la France, qui a une défense nucléaire. Leur antagonisme légendaire ne fait qu'aucun ne veut, je l'ai déjà dit, ne va se soumettre à l'autre. Mais lorsque on va voir que Donald Trump, non seulement il s'en prend à des pays hostiles aux pays de l'OTAN, ça va encore. Mais quand il s'en prend à un des pays de l'OTAN, c'est l'OTAN qui est fini. C'est fini. L'ONU va s'en ressentir, l'OTAN va s'en ressentir, l'Union européenne elle-même va s'en ressentir. Sur ce plan-là, comme vous l'avez dit, hein, moi je l'ai dit de façon un peu, mais c'est des organisations qui risquent de se fissurer. Se sont déjà fissurées. OK. Voilà. Merci beaucoup, doyen. Docteur, Oui. revenons vers vous. Est-ce, vu que l'OTAN même est sur le plan de s'imploser, est-ce que cela ne profite pas à nous autres Africains? C'est là que moi je vais surtout intervenir. Ma question c'est à ce niveau. Est-ce que Donald Trump n'est pas un mal nécessaire pour l'Afrique? Si nous voyons que Donald Trump, comme Emmanuel Macron, c'est des gens qui disent des choses qui risquent d'accélérer le réveil de la grande majorité des populations d'Afrique et des populations du monde. Et monsieur qui se permet de dire le droit international, je m'en manque. Lui, il l'a dit. Mais dans les faits, presque tous les présidents des États-Unis ont eu le même comportement. On se souvient de Nixon qui met fin même, je ne sais pas, au dollar qui était adossé à l'or. Donc, il met fin à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'or derrière le dollar. C'est des papiers qu'on va vous donner. Nous voyons George Bush père qui est allé prendre le président Manuel Noriega du Panama. Nous avons vu George Bush fils qui a détruit combien de pays? Barack Obama avec la Libye et tout avec ça. Tous ces drones qui ont tué tellement de civils avec la Libye, Joe Biden avec l'Ukraine. Ils ont toujours été comme ça, c'est leur comportement. Mais peut-être Donald Trump, pour une fois, nous avons un président américain qui l'a dit. Moi, une fois de plus, j'ai soutenu la candidature de Donald Trump parce que je savais que c'est un monsieur qui va accélérer le réveil de ce qu'on appelle le sud global. Est-ce qu'il n'est pas un mal nécessaire pour l'Afrique? Évidemment, dans une certaine mesure, parce qu'on dit souvent quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtisse. Ce sont les herbes qui en bâtissent. Mais on dit aussi que le petit étequeré doit se cacher pour voir. Et vous voyez, moi, j'essaie de faire le parallèle entre beaucoup de choses. Et je me rappellerai toujours d'un discours du président français Emmanuel Macron. Et lorsque l'Église, le nom de l'Église là, Daniel, l'église qui a brûlé. Ah, Notre-Dame. Notre-Dame. Lorsque l'église Notre-Dame a brûlé, il a fait une allocation à 20h sur TF1 et tout ça, en synchronisation. Emmanuel Macron. Il dit que bientôt, ça sera la fin de l'hégémonie occidentale. Il a dit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais quand tu analyses bien, il y a des prodromes à cela, des signes annonciateurs, qui essaient de voir. Parce que ces gens-là ne sont pas liés depuis aujourd'hui. Hein. Quand on essaie de faire l'histoire même des États-Unis, ils ont pris leur indépendance le 4 juillet 1776. Lors de leur guerre d'indépendance, la France était à couteau tiré avec l'Angleterre. C'est la France qui est allée aider les Américains à arracher cette indépendance-là lors d'une guerre de 8 ans comme ça. Oui, parce que la France et l'Angleterre venaient de finir ce qu'on appelait la guerre de 7 ans, que la France avait perdu d'ailleurs. Exactement. Donc la France a eu ce caractère belliqueux. Et après, pour faire mal aux Anglais, la Louisiane les appartenait. Ils ont vendu la Louisiane aux États-Unis. Parce qu'ils ont eu peur que les Anglais ne viennent prendre ce territoire-là. Après ça, les Anglais ont donné la Floride au royaume espagnol, que les États-Unis ont repris. Et c'est là où l'histoire de doctrine là est venue. Et ils se connaissent entre eux. Qui voit la population
américaine voit directement la population européenne. Oui, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes, et puis voilà. Donc, les Américains, pour se protéger, ils ont adopté cette doctrine-là. Parce que là, l'Amérique latine et tout ça, avec ses richesses naturelles, les États-Unis ont pris goût dans ça. Donc, c'est le même système que les colons français, anglais et espagnols ont fait en Afrique. Ils ont gardé l'Afrique comme leur précaré. Les États-Unis aussi en ont fait autant dans les continents américains. Et maintenant, ils ont toujours marché ensemble parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, alors comme les Russes n'ont pas de velléité expansionniste, et ils ont été agressés en Allemagne, ils ont réglé leur compte à l'Allemagne, ils sont retournés chez eux. Mais ils ont divisé, l'Allemagne en deux parties. Et la capitale allemande, Berlin de l'Est, Berlin-Ouest, voilà. Et c'est là où le rideau de fer a commencé, et les pactes de Varsovie, l'OTAN aussi, l'organisation des traités d'Atlantique Nord. Et dans cette organisation-là, chacun a fait son petit calcul. Les Européens disaient que l'armée était budgétivore et que les États-Unis étaient une force redoutable et tout. Donc, ils ont confié toute leur sécurité, tout le plan militaire, en tout cas, aux États-Unis. Donc, par la suite, il y a eu d'autres échanges dans les plans du commerce, beaucoup d'autres choses dans la vie. En fait, les termes m'échappent, quoi. Ils ont donné leur vie, quoi. Ils ont donné leur vie aux États-Unis. Et ce qui fait que même la guerre de l'Ukraine, c'est venu des États-Unis, mais ils ont berné les Européens. Et là, avec les problèmes du Venezuela et l'annexion, la volonté d'annexer la Groenland, ça doit donner les Européens à réfléchir. Parce qu'ils ont dealé sur la Russie. Et ça aussi, ça n'avait pas commencé. Ils voulaient la dislocation de la Russie, ensuite faire face à la Chine. Et malheureusement, ce plan a été voué à l'échec. Et maintenant, les Européens qui se battaient pour, soi-disant, défendre l'Europe parce que c'est l'Ukraine, maintenant ils sont... Parce que l'Ukraine, c'est l'Europe. Même les projets de mettre fin à la guerre que les États-Unis avaient proposé. Tout, oui, ils ont tout saboté. Ils ont tout saboté. Et c'est là où les Européens, avec la prise le kidnapping de Maduro et le comportement désagréable de ce monsieur-là, doivent les amener à réfléchir et à tendre plutôt la main aux Russes. Parce que regardez, au début de la guerre avec la Russie, on disait que l'Allemagne était la puissance économique de l'Europe. Les Allemands, ils battaient tout le monde parce qu'ils avaient l'énergie à gogo et à coût très bas, offert par la Russie sur un plateau d'or. Ils ont été bernés, ils disent, bon voilà, couper le gaz russe, n'achète pas. Le projet de Nord Stream 1 et 2, ce sont les Américains qui ont saboté ça. Ils disent, bon, ne prenez pas de gaz russe, nous, on va vous vendre le gaz. Mais leur gaz, là, c'est de mauvaise qualité et son extraction demande beaucoup, beaucoup d'investissement. C'est des gaz de schiste, ils utilisent une technique qu'on appelle la fracturation hydraulique. Et c'est un gaz de mauvaise qualité. C'est comme le doyen a dit, le pétrole de Venezuela, ça coule, mais c'est un pétrole de très mauvaise qualité qui a besoin de beaucoup de traitement. Or, le gaz russe, c'est un gaz propre, là, tu l'amènes et tu l'utilises. Donc, les Européens ont accepté ça. Ils ont adopté le style de Bénin oui-oui ou de yes man, comme les Américains disent. Ouais, Issa, viens ici, yes. C'est moi, docteur Silla. Va là-bas, yes. Va gifler les douaniers, yes. Toi, tu dis yes à tout, tu ne réfléchis pas. Et c'est ce qui a signé toute la difficulté à l'Europe aujourd'hui. Okay. L'Europe est au bout du gouffre et, si je me permets même, au bout de la dislocation. J'ai dit, il faut se donner le temps. On verra tout ça là. Que le bon Dieu nous donne longue vie pour qu'on se les rencontre. Ok. Merci. Merci beaucoup, docteur. Doyen, l'émission touche vers sa fin. Mais avant de
de vous poser la dernière question, si vous avez à réagir, sur les contradictions de Donald Trump. Est-ce ça ne profite pas éventuellement à l'Afrique? L'Afrique a réellement besoin surtout de comprendre comment fonctionne ce monde aujourd'hui avec tant d'hypocrisie. Les Africains qui semblent être un peu tellement sincères et autres, est-ce aujourd'hui les contradictions de Donald Trump n'accélèrent pas les réveils même africains? Bon, je l'ai déjà dit, les contradictions, c'est le 2 poids 2 mesures. On est arrivé au bout. Trump est l'élément déclencheur parce que Trump en lui-même n'a jamais aimé les organisations internationales. Oui. Trump, c'est une négociation B2B et il impose. Celui qui peut imposer. Il a même écrit un livre dans ce voilà, sens. et celui qui peut imposer ses désiderata. Sinon, il n'aime pas ces organisations-là, même l'ONU. Mais en fait, ces organisations qu'il est en train de snober, c'est aussi une des forces des États-Unis qui ont dévoyé ces organisations pour les mettre à son service propre. Mais aujourd'hui, avec le monde qui est en train de sortir de l'unipolarité d'après la guerre de 1945, maintenant on est en train d'aller vers la multipolarité. Et ça, ils sont en train de le faire. Si le professeur Touré n'est pas là, mais si on visite l'histoire, tous les grands empires qui s'effondrent se livrent exactement à ce que Trump est en train de faire. Parce que la chute est déjà actée, la chute a commencé. Et inévitablement, les États-Unis comme empire va chuter. Là, vous parlez d'une guerre, parce que les grands empires en chutant, c'est la guerre généralement. Ils sont en train de mener ces guerres-là, justement. Une des conséquences, c'est que l'Iran, la Colombie et le Venezuela se sont réunis pour interdire le survol de leur territoire. 5 millions de mètres carrés, de kilomètres carrés, 5 millions de kilomètres carrés. Et ça, c'est où les États-Unis pouvaient venir passer sans autre forme de procès. Aujourd'hui, ça leur est interdit. Donc, chacun est en train de se préparer pour sortir de cette emprise des États-Unis. Et Trump, il est fidèle à lui-même. Ce n'est pas un homme d'association. C'est quelqu'un qui se bat mieux quand il est en face d'un seul adversaire. Trump, il n'aime pas l'Union européenne. Il n'aime pas l'Union européenne. Et comme il vient de le dire, tout ce qui a été... L'Union européenne a eu plus à perdre dans l'affaire de l'Ukraine. Ils ont perdu le pétrole, ils ont perdu le gaz pour une première fois où l'Allemagne est en récession. Et donc, il est en train de mettre la pression sur l'Allemagne aussi pour rehausser sa participation. Il est en train de faire la guerre à tout le monde au moment où les États-Unis sont en train de s'affaiblir. Et ça ne peut pas marcher. Maintenant, cette répercussion qui se fera sur l'ONU, forcément, va jouer sur l'Union africaine. Parce que c'est des modèles qui sont conçus sur le modèle de l'ONU. Et c'est la subsidiarité par laquelle on peut assujettir l'Union africaine, c'est ça qui est en train de montrer ses limites. Et ça a commencé, ça vient de tout, non seulement du bas, mais du haut. Du bas, pourquoi? Parce que les pays de l'AES ont commencé à détruire les bases de cette grosse organisation affiliée aux Occidentaux. Du haut, parce que Trump est en train d'adopter un chemin qui va détruire l'architecture par le haut. Donc, ça nous profite, nous. Est-ce que l'Union, qui peut venir aujourd'hui parler de droit international, aujourd'hui, au pays de l'AES? Difficile. Difficile, c'est fini. Docteur, oui. Nous arrivons au terme de cette émission. Oui. La dernière question, nous avons vu les pays de l'Est, d'ailleurs, qui ont publié un communiqué. Oui. Il y a très peu de pays qui ont réagi parce qu'il s'agit des États-Unis en face. Oui. Mais les pays de l'Est, avec leur courage, maintenant, comment vous voyez ça? Est-ce que les pays de l'Est ont réellement pris la mesure qu'il faudrait dans ce monde? C'est les rapports de force. Il faudrait s'armer véritablement. Et en communiquant comme ça, peut-être il y a déjà des garanties. Comment vous voyez ce communiqué des pays de l'Est? Ou vous préférez, si c'était vous, vous devez conseiller, il fallait tout simplement qu'on garde le silence. Comment vous voyez ça? Ah, si je pouvais applaudir, j'allais le faire. Et
c'est venu à point nommé. J'ai trop aimé. Personnellement, j'ai trop aimé. Mais quand on met ça à la disposition de beaucoup de personnes, il y aura peut-être des divergences d'idées et tout ça, parce qu'il y a le pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le discours, je l'ai entendu, le communiqué, je l'ai entendu, je l'ai écouté du début à la fin. On ne pouvait pas prendre une décision, un communiqué confédéral mieux que ça. Parce que j'ai dit que la loi de Taillon existe, et pour eux, dent pour dent. C'est pas parce que ce sont les États-Unis. Et quand il y a des choses qui ont été faites, tu ne parles pas. Est-ce que ton mimétisme, là, ou bien, je ne sais pas, le fait de garder le silence est éloquent? Non, pas du tout. Donc, c'est un discours direct qui est adressé aux États-Unis et aussi qui a relaté exactement comment est-ce que les choses se sont faites. Et si toute l'Afrique parlait de cette voie-là, ça allait aussi donner au président des États-Unis et même aux Américains de réfléchir par des fois et de comprendre que l'hégémonie là est pratiquement à son, je ne sais pas, crépuscule. Parce que avant, quand on parlait des États-Unis, personne n'osait parler. Et pourtant, ces Américains-là, si on regarde un peu dans les rétroviseurs, ils ont montré leur insuffisance ici en Afrique, particulièrement en Somalie avec le général Farah Aidid, qui se rappelle qu'ils ont traîné des corps de djihadistes dans les rues là-bas. Et ça a fait beaucoup de tollé aux États-Unis. Ouais. Bon, les gens qui sont très forts dans le cinéma, qu'est-ce que Hollywood n'a pas montré? Ils ont dit qu'ils sont allés à la Lune, non? Une seule fois, mais ils n'ont jamais été plus capables d'aller. Ce n'est pas que c'est les États-Unis, c'est des humains comme nous autres, qui réfléchissent comme nous, qui pensent comme nous, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Peut-être à un moment donné de l'histoire, ils se sont bien organisés. Ils se sont bien organisés. Donc l'Africain aussi peut les prendre comme modèle dans ce sens. Voyez-vous, les États-Unis, c'est 50 États, non? Oui. 48 d'un seul tenant, l'Alaska, dans l'extrême nord des îles Hawaï, qui complète ça à 50. L'Afrique, c'est combien de pays? 52. 54. Avec les divisions et tout ça. Mais l'Afrique a toujours été incapable, pas l'Afrique même, quand on vient au démembrement et tout ça, même la CEDEAO, la simple CEDEAO a été incapable de fédérer, de fusionner les peuples, quoi. Comme ça a été dit, CEDEAO des peuples, libre circulation des personnes et des biens, effacement des frontières et tout. Mais quand un Malien se rend souvent à Dakar, on fouille dans tes valises jusqu'à tes slips et tout ça. Excusez-moi. Et c'est comme si tu partais, comment ça s'appelle Ça, c'est commun, quoi. Chaque citoyen, c'est-à-dire dans l'espace CEDEAO même, nous étions confrontés à ces problèmes. Et quand nous sortons, quand les autres viennent. Je te donne un exemple. Moi, j'ai effectué il y a 2 ans. J'ai effectué un voyage sur Conakry. Je vous assure, on a été contrôlé à plus de 10 ou 15 postes avant d'arriver à Conakry. Et à chaque coin de Conakry, on sort le nez, c'est la police qui nous arrête. Parce on était encore dans la CEDEAO. CEDEAO. Et c'est le Mali et la Guinée. 2 pays frères. 2 pays frères. Mais on est où là? Moi, j'ai été en Allemagne et en France. Mon ami m'a amené en Allemagne dans un supermarché. On a traversé un fleuve seulement. J'ai vu que les écritures ont changé. Il dit, mon frère, tu m'amènes où là? Est-ce que ce n'est pas allemand? Il a ri de moi, il dit, bon, écoute, mon jeune, tu sais, là, le fleuve Moselle, là, on l'a dépassé, on est dans l'Allemagne. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de pompiers, il n'y a personne pour te contrôler. D'ailleurs, ceux qui sont à la frontière là-bas, vers Metz, Mulhouse et tout ça, et ils vont faire leurs courses en Allemagne parce que c'est moins cher là-bas qu'en France. Vous voyez comment est-ce que cette intégration-là a réussi? Or, nous, on a commencé avant. OK. Voilà. Merci beaucoup, Doyen, pour terminer. Si vous avez quelque chose à ajouter sur le communiqué de l'AS par rapport à ce que Donald Trump a fait au Venezuela. C'est peut-être le seul communiqué qui n'emploie pas un langage de bois.
même le secrétaire général de l'ONU a employé un langage de bois. Oui. Nous suivons avec attention, petiti patata. C'est le truc classique. Rien de chose. Maintenant, il y a une réaction européenne qui n'a pas été faite suivant un communiqué commun, mais qui a surgi. Non, l'Espagne. Et après, quand il a dit que le tour prochain, c'est le Groenland, beaucoup de pays ont dit non, ça c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Il y a même un bloc de 6 pays européens déjà. Voilà. Il y a un bloc qui se forme et qui s'oppose à ça. Donc, on est en train de sortir de ce bloc monopolaire qui est en train de gérer le monde. Et une des organisations, aujourd'hui, ça prouve qu'il faut prendre des organisations qui se libèrent de toutes ces autres structures-là. Ça, c'est l'AES. Son langage est précis, il condamne sans réserve. Et aujourd'hui, ils le font d'autant mieux que Trump vient de nous mettre à la règle en disant on ne peut pas rentrer chez lui ici. Et vous pensez que l'AES allait se gêner? Non, mais non du tout. Ils ont tapé, même si ça ne porte pas trop loin. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des pays réunis dans une organisation qui se dresse aussi, même si elle n'est pas en première ligne dans cette affaire-là, mais sur le plan diplomatique qui désavoue les États-Unis. Et comme on le dit, je crois, moi, pour terminer, c'est qu'il ne faut pas voir cet acte de Donald Trump. C'est la manifestation de la défaite de l'Empire américain, en réalité. C'est les Vénézuéliens, c'est les Chinois, c'est les Russes, c'est les BRICS qui doivent sourire. En réalité, cette manifestation-là, cet acte-là, c'est la manifestation de ce qu'ils sont en train de paniquer, ils sont en train de perdre. Et la courbe descendante là a commencé. Il n'y a aucune force pour faire remonter ça. Merci beaucoup. Et nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous saluons pour votre participation. Docteur, si vous avez un mot pour sortir de l'émission. Oui, le mot de la fin, je dis que entre les Européens et les Américains, ça n'a pas encore fini. Le risque de se faire la guerre. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est-à-dire, je traduis, si le feu de brousse n'est pas maîtrisé, un criquet ou une sauterelle ne doit pas se rendre aux funérailles d'un autre. Voilà, ça les concerne. C'est ce qui est, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Le monde est en parfaite ébullition. Et l'Afrique doit essayer, en tout cas moi, de ma part, de soulever la tête maintenant. Parce que rien n'est contre avant. Ouais. Et qui aurait cru que le Niger allait faire tête à la France il y a quelques années de cela? Qui aurait cru que le Mali allait interdire son or à baril gold et allait coincer à payer ce qu'ils ont volé? Donc, il y a des signes annonciateurs. Et rien ne s'est fait au hasard. Donc, l'Afrique doit comprendre que le XXIe siècle est son histoire. Okay. Le train, je n'ai pas fini. Le train de développement, le train de tout, était parti en laissant l'Afrique sur le quai. Maintenant, on est bien positionné, le train est arrêté devant nous, un train bien climatisé et tout. Si on arrête, si on ne rentre pas dans ce train et qu'on le loupe, on a loupé toute l'humanité, on a loupé toute notre existence. Merci beaucoup, doyen. Docteur, doyen? Bon, je crois que c'est sur le plan de l'Afrique, l'AES a donné l'exemple. C'est le moment justement de réorienter ces organisations sous-régionales dans le sens de la promotion et de l'aide à apporter à l'Afrique, aux pays africains face aux autres entités. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Union africaine doit s'opposer à un syndicat pour défendre les intérêts des pays africains et se sortir de cette dépendance-là avec l'Union européenne ou l'ONU. On doit sortir de ça, briser les chaînes et essayer de voler de ses propres ailes pour s'interposer et défendre les pays africains, que ce soit une organisation au service des pays africains face aux autres pays.
Si aujourd'hui l'Afrique s'affirme face à, pas les organisations fantoches comme les APC, voilà, non. Un syndicat des pays africains pour défendre les intérêts des pays africains dans les grands domaines. Et c'est en cela que je souhaite toujours solliciter on peut aujourd'hui changer l'orientation de l'Union africaine. Et c'est là ce que je pense être le devoir des panafricains, de se battre. On aura une organisation africaine. Il faut qu'on change cette organisation africaine, que même la société civile, par le biais des panafricains, soit représentée. Pas seulement les assemblées, oui, mais aussi la société civile. Oui. Il faut qu'on réorganise les choses, que l'Union africaine soit là pour défendre les intérêts des pays africains. Le rêve d'unité, là, tout ça, là, on laisse ça d'abord. Ce qu'il y a, il faut qu'on se sorte. Nous sommes exploités. Il faut qu'aux pays africains leur reviennent les royalties réelles de leur sous-sol, pour ne pas se retrouver gros gens comme par devant. Demain, on va tous extraire et nous laisser avec notre propre pauvreté. Non, c'est maintenant que toutes ces organisations sont en train de se brûler les ailes. C'est en ce moment qu'il faut l'émergence d'une Union africaine nouvelle, avec une orientation nouvelle. OK. Avec une orientation nouvelle, c'est sur ces mots que nous mettons fin à l'émission d'aujourd'hui. Mes invités et moi, nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même émission. Seulement, le thème va un peu changer. Et d'ici là, nous vous disons, portez-vous bien. Soyez surtout prudents. Merci beaucoup. Et restez surtout branchés sur Gandhi Malien et Africain TV parce que d'autres programmes vont continuer. Merci.